Les lettres tremblaient dans ses mains usées tandis qu'il se tenait sur le pas de la porte, l'air frais d'automne du 23 octobre 1942 mordant à travers son uniforme postal trop fin. Thomas Clearary, un facteur de 43 ans originaire de la petite ville de Harwich, sur la côte orientale de l'Angleterre, hésita devant la porte de la maison élégante, vérifiant l'adresse une seconde fois. Quelque chose n'allait pas. L'enveloppe qu'il tenait, plus épaisse que la plupart, avec une écriture précise et plusieurs timbres étrangers, ne semblait pas correspondre à cette adresse. Le nom du destinataire correspondait pourtant au registre. Mais en 15 années à parcourir cette tournée, Thomas n'avait jamais vu ce genre de correspondance arriver au modeste domicile de Mrs. Whittaker, une veuve âgée qui ne recevait guère plus que des lettres locales ou quelques colis envoyés par sa fille à Londres. Thomas remonta sa casquette, tiré bas contre le vent venant de la mer du Nord. Ses doigts effleurèrent l'adresse de l'expéditeur, Lisbonne, Portugal. L'enveloppe avait traversé la censure, portant leurs tampons officiels. Pourtant, quelque chose le dérangeait. Peut-être le poids ou la rigidité inhabituelle du papier, ou simplement le fait que Mrs. Whittaker, si discrète et pieuse, se mette soudain à recevoir du courrier international en pleine guerre mondiale. Il hésita, les jointures de ses doigts à quelques centimètres de la porte. À ce moment précis, alors que quelques gouttes de pluie commençaient à tacher son uniforme, Thomas Clearary prit une décision qui enfreignait chaque règle inscrite dans le manuel du Royal Mail Service. Au lieu de remettre la lettre, il la glissa dans son sac. Une simple erreur, murmura-t-il. Mauvaise boîte. Je rangerai ça au bureau de poste. Cet instant d'hésitation devant une maison d'une ville côtière tranquille allait conduire les services de renseignement britanniques à démanteler l'un des réseaux d'espionnage nazis les plus dangereux opérant sur le sol allié. Un réseau qui avait échappé à Mi-5, au FBI ainsi qu'à une douzaine d'autres agences de renseignement depuis près de 3 ans. Né le 7 juillet 1899 d'un père pêcheur et d'une mère institutrice dans le village côtier de Dovercourt, non loin de Harwich, Thomas avait grandi avec la mer dans le sang et les livres dans les mains, une combinaison que son père jugeait inutile et sa mère parfaite. Aîné de 5 enfants, le jeune Thomas accompagnait son père en mer dès l'âge de 9 ans, apprenant à lire les changements de temps, à naviguer sur les eaux côtières et à développer des capacités d'observation aiguës qui lui seraient utiles bien des années plus tard. Personne dans le district postal de Harwich ne savait qu'une simple intuition d'un facteur, ce matin d'automne gris, sauverait des milliers de vies et protégerait le plus grand secret militaire de la guerre. Thomas Clearary n'avait pas toujours été facteur. Sa maison d'enfance était un petit cottage battu par les vents, où les livres étaient des trésors. Sa mère, Elane, lui avait transmis l'amour des romans policiers. Sherlock Holmes était son préféré, et lui avait appris que les détails comptent. Le monde parle à ceux qui savent bien écouter. Elle répétait souvent « Observe tout, Tommy, les petites choses racontent les plus grandes histoires. » Cette philosophie façonna sa manière de voir le monde. Mais la Grande Guerre interrompit tout projet d'études au-delà du primaire. En 1917, à tout juste 18 ans, Thomas s'engagea dans la Royal Navy. Contrairement à beaucoup de jeunes qui ne voyaient que la version glorifiée de la guerre affichée sur les posters de recrutement, Thomas ne se faisait aucune illusion. Il considérait simplement que c'était son devoir. Affecté comme signaleur à bord du destroyer HMS Vigilant, il passa la dernière année du conflit à scruter l'horizon, à lire des messages codés par signaux et à développer une compréhension instinctive des schémas et des anomalies. Lorsqu'une attaque de sous-marins ennemis endommagea son navire au large des côtes irlandaises, Thomas fut l'un des marins à maintenir les communications, malgré de graves blessures à la main gauche. 3 de ses doigts furent irrémédiablement atteints, les laissant raides et peu mobiles. Pour son courage, il reçut une mention de reconnaissance, mais pas une médaille officielle, ce qui s'avéra plus tard une chance, car cela évita d'attirer l'attention sur lui. De retour à la vie civile en 1919, Thomas découvrit un foyer transformé. L'industrie de la pêche déclinait et le bateau de son père, réquisitionné pendant la guerre, ne revint jamais. Avec une main partiellement handicapée et une éducation limitée, son avenir semblait sombre. Il travailla quelque temps au dock de Harwich, puis comme gardien de nuit, avant de postuler au Royal Mail Service en 1927, plus par nécessité que par choix. Contre toute attente, surtout la sienne, Thomas excella dans le service postal. Son sens méthodique, son attention aux détails et sa fiabilité exemplaire firent de lui un employé modèle. Il mémorisa non seulement rue et adresse, mais aussi les habitudes de correspondance, qui écrivait à qui, à quelle fréquence, sous quelle forme. En 5 ans, il connaissait les histoires de centaines de familles simplement à travers leur courrier. Quels fils étaient partis étudier, quels fils étaient mariés, quelles familles peinaient financièrement, lesquelles prospéraient assez pour commander auprès des grands magasins londoniens. En 1931, il épousa Ruth Bennett, une femme calme et réfléchie travaillant à la bibliothèque locale.
Ils eurent 2 garçons, James, né en 1933, et Michael, né en 1936. Leur modeste foyer était rempli de livres, d'énigmes et de longues conversations sur les histoires cachées dans la vie quotidienne. Ruth encourageait la nature observatrice de Thomas et plaisantait souvent en disant qu'il en savait davantage sur les secrets de la ville que le vicaire lui-même. Lorsque la guerre éclata de nouveau en 1939, Thomas, âgé de 40 ans, blessé à la main et occupant un poste civil essentiel, ne fut pas mobilisé. Il se retrouva de plus en plus intégré dans l'infrastructure communautaire de temps de guerre. Les facteurs devinrent des observateurs officieux du respect du couvre-feu, des rapporteurs d'activités suspectes et des porteurs, à la fois de communications officielles et de lettres personnelles, maintenant le moral des familles. Thomas prit ses responsabilités très au sérieux, peut-être plus que prévu. Il commença à remarquer des motifs dans le courrier qui lui semblaient étranges. Certaines adresses recevaient des lettres de pays neutres comme le Portugal, la Suisse ou la Suède, des enveloppes portant des marques de censure apposées plus hâtivement que d'autres, des lettres dont le poids ou le papier paraissaient inhabituels. La plupart des facteurs auraient peut-être remarqué cela brièvement avant d'oublier. Pas Thomas Clearary. Ses collègues le taquinaient souvent pour son souci du détail. Clearary se prend pour Sherlock Holmes, toujours à chercher une carte postale mystérieuse. Plaisantait-il au centre de tri. Thomas souriait avec bienveillance, sans jamais révéler que ses observations avaient déjà permis de signaler discrètement 3 affaires de marché noir, déduites uniquement à partir de changements dans les colis livrés. Il n'avait aucune idée que ces mêmes capacités d'observation allaient bientôt le placer au centre d'une opération de renseignement cruciale qui modifierait le cours de la guerre. Le printemps 1942 marqua un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Les forces d'Hitler occupaient une grande partie de l'Europe continentale, depuis la côte atlantique de la France jusqu'aux abords de Moscou. En Afrique du Nord, les troupes du général Rommel menaçaient l'Égypte et le vital canal de Suez. Les U-boats décimaient la navigation alliée dans l'Atlantique, coulant plus de 400 000 tonnes de navires marchands en un seul mois. Les États-Unis, bien qu'entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, mobilisaient encore leur puissance industrielle et formaient leurs forces armées. La Grande-Bretagne demeurait la base indispensable à toute future invasion de l'Europe occupée par les nazis, mais elle était également vulnérable. Les bombardements allemands avaient dévasté des villes à travers tout le Royaume-Uni. Les approvisionnements essentiels, nourriture, médicaments, matériel militaire, dépendaient de convois traversant des eaux infestées de sous-marins ennemis. Et, plus inquiétant encore pour les stratèges alliés, toute préparation d'opérations majeures, y compris l'invasion éventuelle de l'Europe, devait être réalisée sous la menace constante d'observation et de sabotage ennemis. L'espionnage et le contre-espionnage avaient atteint un niveau de sophistication sans précédent. Le Mi-5, le service de sécurité britannique, avait capturé ou retourné tous les agents allemands connus en Grande-Bretagne dès 1941, créant le célèbre système Double Cross, destiné à fournir de fausses informations à Berlin. Cet exploit remarquable donna naissance à un dangereux excès de confiance parmi certains responsables qui estimaient avoir neutralisé la menace allemande à l'intérieur du pays. Ils ignoraient pourtant qu'un réseau séparé, bien plus profond, avait été mis en place avant la guerre par le renseignement allemand. Il n'était pas composé d'espions professionnels, mais de sympathisants soigneusement recrutés, d'opportunistes et de partisans idéologiques ayant des raisons légitimes de se trouver en Grande-Bretagne, ainsi qu'une couverture crédible pour leurs activités. Ces agents, commerçants, hommes d'affaires, réfugiés prétendant fuir la persécution nazie et autres individus dotés d'identités établies, formaient ce que le renseignement allemand appelait le réseau naval ou Fog Network. Ce réseau fonctionnait différemment des cercles d'espionnage traditionnels. Ses membres se rencontraient rarement en personne. Ils communiquaient au moyen de lettres apparemment ordinaires envoyées par des pays neutres contenant des informations codées dissimulées dans des correspondances anodines portant sur la famille, les affaires ou des nouvelles personnelles. Les systèmes de codage n'étaient pas de complexes chiffres que les experts du contre-espionnage savaient reconnaître, mais des méthodes simples, presque enfantines, permettant de cacher l'information à la vue de tout, une technique redoutablement efficace précisément grâce à sa simplicité. En 1942, ce réseau s'était infiltré dans des zones stratégiques de Grande-Bretagne, notamment plusieurs régions côtières où étaient concentrées diverses activités militaires. L'une de ces zones était Harwich et le littoral de l'Essex environnant, qui servait de point de rassemblement pour des opérations de petits navires et de l'entraînement des commandos. Les installations portuaires étaient agrandies, les défenses côtières renforcées et de nouvelles unités militaires s'installaient dans la région, autant d'activités d'un intérêt majeur pour le renseignement allemand. Ni les services allemands ni le contre-espionnage britannique ne se doutaient que l'efficacité de leurs opérations respectives dépendrait bientôt des actions d'un facteur qui avait passé des années à s'entraîner inconsciemment à repérer les anomalies dans le flot d'informations circulant dans son petit coin de la Grande-Bretagne en guerre.
L'importance militaire de la région de Harwich allait bien au-delà de ses défenses visibles. À près de 30 km à l'intérieur des terres, dans un domaine réquisitionné par l'armée, des scientifiques et des ingénieurs britanniques testaient de nouveaux systèmes radars destinés à être installés sur de petites embarcations, une technologie essentielle pour détecter les U-boats allemands et pour les futurs débarquements amphibies en Afrique du Nord, puis en Normandie. Le projet, nommé Surfbird, représentait l'un des secrets techniques les plus strictement protégés de l'effort de guerre. Sans que les scientifiques le sachent, des détails de leurs travaux déguisés en observations anodines sur la faune locale ou la météo circulaient déjà dans le système postal, en route vers les analystes du renseignement allemand, qui reconstituaient peu à peu une image des avancées technologiques alliées. La sécurité de ce programme vital dépendait désormais, sans que personne ne s'en rende compte, d'un facteur à la main blessée et à l'esprit exceptionnellement attentif. La routine quotidienne de Thomas Cleary avait peu changé malgré la guerre. Il se levait toujours à 5h30, préparait un petit déjeuner simple dans la cuisine de sa modeste maison de Park Street, puis enfourchait sa bicyclette pour se rendre au bureau de poste de Harwich, où il triait le courrier avant de commencer sa tournée à 7h15 précise. La guerre avait réduit le volume de courrier civil, mais augmenté la quantité de correspondance officielle, ce qui laissait son sac en toile aussi lourd qu'en temps de paix. Ce qui avait changé, c'était le paysage qu'il traversait. La petite ville côtière autrefois paisible était désormais hérissée de défenses. Du fil barbelé courait le long des plages. Les positions d'artillerie et les postes d'observation parsemaient le littoral. Des véhicules militaires circulaient dans des rues où l'on ne voyait autrefois que des bateaux de pêche et quelques automobiles. Des soldats et des marins de diverses unités fréquentaient les pubs le soir, même si Thomas, qui n'avait jamais apprécié l'alcool, les connaissait surtout comme destinataires de lettres attendues avec impatience. Sa tournée le conduisait à travers les quartiers résidentiels, devant des boutiques beaucoup fermées ou reconverties, et de plus en plus vers des adresses désormais occupées par du personnel militaire ou gouvernemental. L'une de ces adresses était une maison de ville autrefois vide, au 27 Westcliff Road, qui avait été occupée début 1942 par une certaine Mrs. Helena Whittaker, apparemment une veuve londonienne venue sur la côte pour des raisons de santé. Mrs. Whittaker était une femme aimable et sans histoire, dans la soixantaine, qui fréquentait l'église anglicane locale, faisait du bénévolat pour le Women's Voluntary Service en roulant des bandages et vivait de manière plutôt discrète. Elle recevait peu de visiteurs, jusqu'à récemment, très peu de courriers. Thomas avait échangé avec elle de brèves conversations polies au fil de ses tournées, remarquant son léger accent, qu'elle expliquait par une enfance passée en Afrique du Sud. Le changement dans le courrier de Mrs. Whittaker commença en juillet 1942, lorsque Thomas livra une première lettre venue de Lisbonne. Au fil des semaines, des enveloppes similaires arrivèrent de plus en plus souvent. Parfois de Lisbonne, parfois de Stockholm, une fois de Zurich. Tout avait passé la censure, portant les tampons appropriés. Ce qui attira l'attention de Thomas n'était pas seulement cette soudaine correspondance internationale, mais les détails subtils sur les enveloppes elles-mêmes. Le papier avait une texture légèrement différente de celle du papier britannique ou américain habituel. L'écriture, bien qu'élégante, formait certaines lettres d'une manière que Thomas associait à la calligraphie d'Europe continentale, quelque chose qu'il avait remarqué durant son service dans la marine. Et, plus curieusement encore, les enveloppes possédaient une certaine rigidité lorsqu'on les pliait, comme si le papier qu'elles contenaient était inhabituel. Ces observations s'accumulaient dans l'esprit de Thomas, non pas comme des soupçons cohérents, mais comme une dissonance, ce que sa mère aurait appelé une histoire qui ne sonne pas juste. Le 23 octobre, lorsqu'il se retrouva devant la porte de Mrs. Whittaker avec une nouvelle lettre venant de Lisbonne, ce sentiment s'était tellement renforcé qu'il le poussa à prendre la décision sans précédent de ne pas livrer le courrier. Thomas termina le reste de sa tournée ce jour-là, la lettre non distribuée pesant dans son sac et sur sa conscience. Il avait violé le principe le plus fondamental de sa profession. Le courrier doit être livré. Et désormais, il devait décider de la marche à suivre. Il pouvait simplement remettre la lettre le lendemain en prétendant une erreur. Il pouvait signaler ses soupçons à son superviseur au bureau de poste, bien qu'il n'ait aucune preuve concrète d'un quelconque acte répréhensible et risquer d'être sanctionné pour ne pas avoir livré le courrier. Ou bien, il pouvait adopter une démarche plus directe. Alors qu'il rentrait chez lui à vélo ce soir-là, sa décision se cristallisa. Sa tournée du lendemain le mènerait près du petit bureau situé près du port, où un officier du renseignement naval, le lieutenant-commandé William Foster, était affecté. Thomas y livrait le courrier depuis des mois et avait parfois échangé avec le jeune officier quelques mots sur la météo ou les nouvelles locales. C'est à Foster que Thomas porterait ses inquiétudes et la lettre non distribuée. Ce soir-là, Thomas ne dit rien à Ruth au sujet de la lettre ou de ses intentions. Ils prirent leur modeste dîner, écoutèrent le bulletin d'information de la BBC à la radio et parlèrent des devoirs de leur fils.
James, désormais âgé de 9 ans, était fasciné par la reconnaissance d'avions, tandis que Michael, 6 ans, préférait les histoires de batailles navales. Thomas leur lut un livre sur de célèbres explorateurs avant de les mettre au lit. Tout le temps, il portait le poids de sa décision et la peur de commettre une grave erreur, soit en surréagissant à une correspondance innocente, soit en interférant avec quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin se leva dans un dense brouillard venu de la mer du Nord, enveloppant la ville dans une couverture grise et humide qui réduisait la visibilité à quelques mètres. Thomas pédala prudemment à travers la brume, la lettre non distribuée désormais glissée dans sa veste plutôt que dans son sac postal. Il avait sciemment choisi de ne pas inscrire sa disparition dans les registres officiels, une autre violation du règlement postal, mais qui lui permettrait de se rétracter si le lieutenant-commandé Foster rejetait ses inquiétudes. Le bureau du renseignement naval occupait l'ancien siège d'une compagnie maritime, un bâtiment étroit en briques rouges donnant sur le port lorsque le brouillard permettait une vue quelconque. Thomas arriva peu après 9 heures, après avoir effectué les livraisons urgentes de sa tournée. Il hésita devant la porte, soudain conscient du ridicule potentiel de sa démarche, un facteur jouant au détective, risquant de faire perdre du temps à un officier engagé dans des opérations de guerre bien réelles. Il faillit faire demi-tour. Plus tard, il se souviendrait de cet instant comme du moment où le poids de l'habitude et de l'autorité faillit étouffer son instinct. Mais l'image de ces multiples lettres étrangères adressées à une vieille femme apparue en ville alors que l'activité militaire s'intensifiait fit pencher la balance. Thomas frappa à la porte. Le lieutenant-commandé William Foster n'était pas ce que Thomas imaginait d'un officier du renseignement. À 34 ans, il n'avait ni l'allure aristocratique ni le raffinement Oxbridge que Thomas associait aux officiers de la Royal Navy. Foster avait plutôt l'attitude directe et l'accent de Liverpool d'un homme qui avait gravi les échelons grâce au mérite plutôt qu'aux relations. Avant la guerre, il avait été inspecteur détective dans la police de Liverpool, spécialisé dans la sécurité portuaire et les affaires de contrebande, avant d'être recruté dans le renseignement naval lorsque ses compétences civiles s'étaient révélées utiles à l'effort de guerre. « Monsieur Clearary », dit Foster en reconnaissant le facteur. « Pas de courrier pour moi aujourd'hui ?»« Non, monsieur », répondit Thomas en retirant sa casquette en entrant dans le petit bureau. « Je viens pour autre chose. » Une inquiétude. Foster lui fit signe de s'asseoir. « Je vous écoute. »« Thé ? Non merci, monsieur. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai encore des livraisons. » Thomas expliqua soigneusement ses observations concernant le courrier de Mrs. Whittaker, se sentant de plus en plus ridicule en détaillant des points qui lui semblaient soudain insignifiants, la texture du papier, le style de l'écriture, la fréquence des correspondances étrangères. Lorsqu'il sortit la lettre non livrée, confessant sa violation du règlement postal, il s'attendait pleinement à être sévèrement réprimandé. Au lieu de cela, Foster écouta avec une attention croissante, posant des questions précises sur les dates, les adresses d'expédition exactes et même la sensation du papier. Quand Thomas termina, l'officier du renseignement resta silencieux un long moment. « Monsieur Clearary, dit-il enfin, je dois être absolument sûr de comprendre. Vous avez retenu un courrier uniquement parce qu'il vous semblait suspect? Pas parce que quelqu'un vous a parlé de Mrs. Whittaker, ni parce que vous aviez une information précise à son sujet? »« C'est exact, monsieur, » répondit Thomas, la gorge sèche. Juste des schémas qui ne semblaient pas normaux. « Je sais que ça paraît. »« Ça paraît, » l'interrompit Foster, être exactement le genre d'observation dont nous avons besoin. Il décrocha le téléphone sur son bureau. « Je vais vous demander d'attendre ici quelques minutes, monsieur Clearary, et j'aurai besoin d'une déclaration complète de votre part. » L'appel de Foster fut bref et cryptique, mais Thomas comprit assez pour savoir que ses inquiétudes étaient prises au sérieux, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. 20 minutes plus tard, une voiture arriva, transportant 2 hommes en civil qui furent simplement présentés comme M. Gray et M. Wells du Security Service. Thomas répéta ses observations, cette fois sous forme de déclaration officielle que l'un des hommes consignait dans un carnet. Il fournit des détails sur Mrs. Whittaker, son âge apparent, ses activités en ville, la date de son arrivée, son léger accent. Il décrivit chaque correspondance étrangère dont il se souvenait et remit la lettre non distribuée. Signant un reçu la classant comme rétention temporaire de matériel suspect conforme au règlement de défense SB, un règlement dont Thomas n'avait jamais entendu parler, mais qui semblait autoriser rétroactivement son geste. « Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur Clearary, » lui dit monsieur Gray. « Et maintenant, nous aurons besoin de votre aide continue. Mais tout cela doit rester absolument confidentiel. Pas même votre épouse ne doit être informée de cette conversation. » Thomas hocha la tête, soudain conscient qu'il avait mis le pied dans quelque chose de bien plus vaste et complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Monsieur Wells lui donna ses instructions.
À partir de maintenant, distribuez le courrier à l'adresse de Mrs. Whittaker comme d'habitude, y compris les lettres étrangères. Mais si vous observez quoi que ce soit d'inhabituel des visiteurs, un changement dans sa routine, un type de courrier différent, vous devez en informer immédiatement le lieutenant-commandant Foster. Thomas fut congédié avec un dernier avertissement concernant l'Official Secret Act et les sanctions encourues s'il évoquait cette affaire avec qui que ce soit. Il repartit à bicyclette pour reprendre sa tournée, la tête bourdonnant des implications des événements de la matinée. Il s'était attendu, au mieux, à ce que ses inquiétudes soient simplement notées, et au pire à être réprimandé pour avoir outrepassé son rôle. Au lieu de cela, il avait fourni des informations suffisamment importantes pour que des agents du renseignement venus de Londres se déplacent en urgence dans une ville côtière noyée de brouillard. Ce que Thomas ne pouvait pas savoir, en reprenant la distribution du courrier ce jour-là, c'était que son simple geste retenir une lettre avait déclenché une enquête qui s'étendrait à 3 pays, mobiliserait des dizaines d'agents du renseignement et révélerait l'une des plus graves failles de sécurité de toute la guerre. 4 jours passèrent sans qu'aucune lettre étrangère n'arrive pour Mrs. Whittaker. Thomas n'observa aucune activité inhabituelle dans sa maison, même s'il s'attardait désormais une seconde de trop lorsqu'il glissait les quelques courriers ordinaires dans sa boîte, des avis de l'église, une facture de service public, une lettre d'une prétendue nièce à Bath. Le 5e jour, le 29 octobre, Thomas remarqua une petite marque à la craie sur le coin du mur du jardin de Mrs. Whittaker, un signal qu'on lui avait appris à repérer, indiquant que la surveillance était en place et qu'il devait agir normalement. Ce même matin, il remit une nouvelle lettre en provenance de Lisbonne à son adresse. Il se força à rester naturel lorsqu'il attendit à Mrs. Whittaker elle-même, qui ouvrit la porte en robe fleurie et cardigan. « Merci, Monsieur Clearary, dit-elle aimablement. Quels temps épouvantables nous avons, n'est-ce pas ?»« En effet, madame, répondit-il, remarquant la rapidité avec laquelle son regard se portait sur les timbres étrangers, même si elle n'en disait rien. On annonce que cela pourrait se dégager d'ici le week-end. Espérons-le. Bonne journée à vous. La porte se referma, et Thomas poursuivit sa tournée, luttant contre l'envie de jeter un dernier regard vers la maison. Sans que Mrs. Whittaker ne le sache, chacun de ses gestes était désormais observé par des experts du contre-espionnage. L'enquête progressa avec une précision méthodique. La maison de Mrs. Whittaker fut placée sous surveillance permanente, des observateurs se relayant dans une chambre louée en face et dans une camionnette de livraison stationnée à intervalles réguliers. Son téléphone fut mis sur écoute, une opération coûteuse en 1942, et chacun de ses déplacements fut suivi. Le plus important fut l'examen de la lettre que Thomas avait retenue. Des spécialistes du laboratoire du Mi-5 mirent au jour un message rédigé à l'encre invisible, dissimulé sous le texte anodin de nouvelles familiales. Celui-ci contenait des observations détaillées sur les activités navales dans le port, mouvements de dragueurs de mines, de patrouilleurs et surtout une mention d'un équipement radar inhabituel transporté vers le domaine en campagne, une référence directe au projet Ultra Bird. L'analyse du papier révéla qu'il provenait d'une fabrication allemande malgré les cachets portugais. L'écriture, comparée aux échantillons du renseignement britannique, correspondait à celle d'un agent allemand connu opérant depuis l'ambassade allemande à Lisbonne. L'expéditeur, présenté comme le cousin portugais de Mrs. Whittaker, un certain Ricardo, n'existait dans aucun registre consultable par les diplomates alliés. Les preuves étaient accablantes, mais encore incomplètes. Elles démontraient que Mrs. Whittaker recevait des communications d'espionnage, mais n'indiquaient ni l'étendue de son réseau, ni sa méthode de collecte d'informations, ni la façon dont elle envoyait ses renseignements à ses supérieurs allemands. Les services de sécurité décidèrent donc de ne pas l'arrêter immédiatement, espérant qu'elle les conduirait aux autres membres d'un réseau d'espionnage désormais jugé vaste. Le rôle de Thomas Clearary évolua alors. D'informateur initial, il devint l'acteur à part entière de l'opération. Ses livraisons quotidiennes lui donnaient une raison légitime d'approcher la maison de Mrs. Whittaker, et sa présence familière n'éveillait aucun soupçon. Il reçut une formation minimale en technique d'observation ainsi qu'une histoire de couverture au cas où quelqu'un s'interrogerait sur son intérêt soudain pour Mrs. Whittaker. Le 12 novembre 1942, l'opération prit une ampleur considérable. Thomas remit une lettre venue de Stockholm à Mrs. Whittaker comme d'habitude. 3 heures plus tard, elle quitta la maison avec un panier de courses et se rendit au bureau de poste où elle envoya 3 lettres, l'une pour une adresse à Londres, une autre pour Cardiff et une 3e pour une adresse en Irlande neutre. Les 3 furent interceptés discrètement par des inspecteurs postaux travaillant avec les services de sécurité. Le contenu apporta la percée tant attendue. Comme la lettre obtenue par Thomas, ces messages contenaient de l'encre invisible. Mais, contrairement à la première, ceux-ci s'adressaient à des individus se trouvant déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Ils contenaient des instructions,
des demandes d'informations spécifiques sur des mouvements militaires, ainsi que, ce qui était encore plus précieux pour les enquêteurs, des références à des rapports antérieurs déjà fournis par ses correspondants. En une seule après-midi, 3 autres membres du réseau furent identifiés. En une semaine, ils étaient 7, chaque lettre interceptée menant à de nouvelles adresses et à de nouveaux suspects. L'opération, désormais baptisée Mailbox, s'étendit au-delà de Harwich, impliquant des surveillances dans 5 villes réparties en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Ce qui se dessinait était le portrait d'un réseau de renseignements sophistiqués, principalement axé sur les activités navales, les défenses côtières et les nouvelles technologies développées pour la guerre maritime. Mrs. Whittaker, dont le vrai nom fut découvert, Helen Weiss, ressortissante allemande ayant vécu en Afrique du Sud avant la guerre, servait de plaque tournante. Les agents du réseau, placés à proximité de sites militaires stratégiques, lui transmettaient leurs observations sous forme codée. Elle regroupait, évaluait et redirigeait ensuite ces informations vers l'Allemagne par l'intermédiaire de lettres envoyées à des relais dans des pays neutres. Le système de codage lui-même était extrêmement simple, presque naïf, ce qui expliquait probablement en grande partie son efficacité. Plutôt que d'utiliser des chiffres mathématiques complexes susceptibles d'attirer l'attention du contre-espionnage, le réseau employait une stéganographie élémentaire. Des messages à l'encre invisible dissimulés dans une correspondance en apparence anodine. Le texte invisible ne pouvait être révélé qu'au moyen de réactifs chimiques spécifiques connus des destinataires. Cette méthode avait permis au réseau d'opérer sans être détecté pendant près de 3 ans, transmettant des informations que des documents allemands révélèrent plus tard avoir contribué directement à l'efficacité des opérations des U-boots dans l'Atlantique, au bombardement des installations côtières britanniques et au ciblage des navires alliés. Début décembre 1942, le Mi-5 avait identifié 14 membres du réseau. Il fallait désormais décider s'il convenait de les arrêter immédiatement ou de poursuivre la surveillance afin d'identifier davantage d'agents et leurs supérieurs. Le débat au sein des services de renseignement fut intense. Certains estimaient qu'autoriser des espions avérés à continuer d'opérer représentait un risque de sécurité inacceptable, tandis que d'autres affirmaient que des arrestations prématurées alerteraient les agents non encore identifiés, leur permettant d'échapper à la détection. La décision fut précipitée par des événements échappant au contrôle des enquêteurs. Le 7 décembre, l'un des agents sous surveillance, un docker de Liverpool, fut témoin du chargement d'un matériel inhabituel sur les navires participant à la préparation de l'opération Torche, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord. Malgré une surveillance étroite, il réussit à poster une lettre contenant cette information avant que les observateurs ne puissent intervenir. Lorsque la lettre fut interceptée et déchiffrée, la précision des renseignements qu'elle contenait fut jugée trop dangereuse pour permettre la poursuite des transmissions. À l'aube du 10 décembre 1942, des descentes coordonnées furent menées dans 15 lieux à travers la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. 14 suspects furent arrêtés, dont Mrs. Whittaker, appréhendée dans sa maison de Harwich à exactement 3h15 du matin. Thomas Clearary, endormi dans son lit à 3 rue de là, n'apprit les arrestations que le lendemain, lorsque le lieutenant-commandant Foster l'informa que l'opération avait été menée à bien. Ce que Foster ne dit pas à Thomas, ce qui resterait classifié jusqu'en 1977, fut que ces arrestations ne constituaient que le début d'une opération de contre-espionnage encore plus ambitieuse. Plutôt que de démanteler simplement le réseau, le Mi-5 et le renseignement naval décidèrent d'en prendre le contrôle, le retournant contre ses maîtres allemands grâce au système double cross. Les agents qui acceptèrent de coopérer furent autorisés à continuer d'envoyer des rapports, désormais rédigés avec soin par le renseignement britannique, afin d'induire en erreur les planificateurs allemands. Le rôle de Mrs. Whittaker fut assumé par une agente du Mi-5 lui ressemblant physiquement, maintenant l'illusion que rien n'avait changé tandis que le flux d'informations était entièrement contrôlé par les Britanniques. Ce réseau retourné devint l'un des canaux les plus précieux de la stratégie de désinformation durant les mois critiques de 1943 et 1944, transmettant de faux renseignements sur la force, le déploiement et les intentions des Alliés, influençant directement les préparatifs défensifs allemands. Le réseau fut notamment utilisé pour renforcer la fiction selon laquelle l'invasion principale de l'Europe aurait lieu à Pas-de-Calais plutôt qu'en Normandie, une tromperie qui retint des divisions allemandes cruciales loin des véritables plages du débarquement, le 6 juin 1944. Thomas Clearary reprit sa tournée postale le lendemain des arrestations, distribuant le courrier comme il avait toujours fait, sans montrer le moindre signe que quoi que ce soit avait changé. La nouvelle résidente du 27 Westcliff Road, présentée aux voisins comme la cousine de Mrs. Whittaker, venue s'occuper de la maison pendant sa maladie, recevait son courrier avec le même sourire aimable que sa prédécesseur. Pour des raisons de sécurité, Thomas ne fut mis au courant d'aucune des implications plus larges de l'opération qu'il avait contribué à déclencher.
On le remercia simplement pour son service, on lui rappela ses obligations en vertu de l'Official Secret Act et on lui demanda de signaler tout autre schéma inhabituel dans le courrier, bien qu'on lui assure que la menace spécifique avait été neutralisée. Dans les semaines qui suivirent, Thomas examina chaque lettre avec encore plus d'attention, cherchant des anomalies ou des motifs pouvant indiquer de nouvelles menaces pour la sécurité. Il n'en trouva aucune, et peu à peu, sa distribution retrouva la routine typique du temps de guerre. Notifications de carnets de rationnement, circulaires officielles, correspondances militaires et ces précieuses lettres personnelles reliant des familles séparées par le conflit. L'impact complet de l'action de Thomas Cleary, sa décision instinctive de retenir une lettre suspecte, ne devint évident que plusieurs décennies après la guerre. Lorsqu'il apparut enfin, l'ampleur de ce qu'il avait accompli se révéla stupéfiante. En février 1977, conformément à la règle britannique des 30 ans pour la déclassification des documents de guerre, les premiers dossiers relatifs à l'opération Mailbox furent publiés aux Archives nationales. Les historiens militaires et chercheurs qui étudièrent ces documents reconstituèrent progressivement l'histoire de l'employé postal de Harwich dont l'observation avait permis de démanteler un important réseau de renseignements allemands. La révélation la plus marquante provint d'évaluations allemandes capturées à Berlin après la guerre. Ces documents, croisés avec les archives opérationnelles britanniques, montrèrent que les renseignements fournis par le réseau naval avant sa découverte avaient contribué directement au naufrage de 34 navires marchands alliés par des U-boots, causant la mort de plus de 267 personnes. Le réseau avait également fourni des informations ayant aidé les bombardiers allemands à cibler des installations radars le long de la côte de l'Angleterre, entraînant la mort de 73 militaires et 19 civils. Plus grave encore, le réseau était sur le point d'obtenir et de transmettre des informations essentielles concernant le projet radar Surfbird, une technologie qui donnait aux navires alliés un avantage décisif dans la détection des U-boots et qui joua un rôle crucial dans la victoire de la bataille de l'Atlantique. Si ces renseignements avaient atteint l'Allemagne, des contre-mesures auraient pu être développées, prolongeant la guerre de plusieurs mois, voire années, avec des conséquences humaines et matérielles incalculables. Tout aussi significative fut l'utilité du réseau retourné après les arrestations. Les documents déclassifiés indiquent que les fausses informations transmises par ce canal induisirent en erreur les planificateurs allemands dans au moins 7 grandes opérations, notamment les débarquements en Sicile en 1943 et le débarquement de 1944. Les historiens estiment que ces tromperies sauvèrent au moins 7000 vies alliées en détournant les forces allemandes des véritables zones d'attaque et en les poussant à fortifier des secteurs jamais visés. Tout cela, les vies sauvées, les batailles gagnées, la guerre écourtée, découla de l'instinct d'un facteur qui trouva que le papier d'une enveloppe ne lui paraissait pas normal. Thomas Cleary ne chercha jamais la moindre reconnaissance pour son rôle dans ces événements. Après la guerre, il continua à travailler pour la Royal Mail jusqu'à sa retraite en 1964. Ses 2 filles servirent dans l'armée. James comme pilote de la RAF durant la dernière année du conflit et durant le pont aérien de Berlin, Michael comme officier de l'armée pendant l'état d'urgence en Malaisie. Tous 2 survécurent et offrirent à Thomas et Ruth 4 petits-enfants, qui ne connurent leur grand-père que comme un homme méticuleux, doté d'une grande attention aux détails et passionné par les romans policiers. Thomas parlait rarement des années de guerre, tenu au silence par l'Official Secret Act et par sa propre réserve naturelle. Lorsque les premiers documents concernant l'opération Mailbox furent déclassifiés en 1977, plusieurs journaux publièrent des articles sur le facteur chasse-espion. Mais Thomas, alors âgé de 78 ans et en mauvaise santé, refusa toutes les demandes d'entrevue. Il mourut en 1979, emportant avec lui la plupart de ses souvenirs de l'opération. En 1994, une petite plaque fut installée dans le bureau de poste de Harwich pour commémorer sa contribution à l'effort de guerre. On peut y lire simplement « À la mémoire de Thomas Cleary, Royal Mail Service 1927-1964, dont l'attention aux détails a fait l'histoire. » Peu de postiers ou de clients qui passent devant chaque jour en comprennent la véritable signification. Le lieutenant-commandant William Foster, qui avait reçu le premier rapport de Thomas, fut promu commandant avant de retourner à la police après la guerre. Dans une interview d'histoire orale réalisée en 1983 pour l'Imperial War Museum, il se souvenait « L'affaire Mailbox m'a appris que nos atouts les plus précieux en matière de renseignement n'étaient pas forcément les brillants déchiffreurs de code ou les agents téméraires que nous parachutions en territoire occupé. Parfois, c'étaient des hommes et des femmes ordinaires qui faisaient simplement attention et faisaient confiance à leur instinct lorsqu'un détail leur paraissait anormal. Les dossiers du MI5 sur l'affaire, partiellement déclassifiés en 2001, contiennent une note interne datée de janvier 1943 indiquant « La détection initiale du réseau Whittaker démontre la valeur de l'observation civile non spécialisée.
recommande d'envisager une mobilisation plus systématique des employés des services postaux, des services publics et d'autres travailleurs de première ligne comme ressources potentielles de renseignement pour les opérations futures. Cette recommandation mena directement à la création d'un programme officiel de formation des inspecteurs postaux à la sensibilisation contre espionnage, un programme qui se poursuivit tout au long de la guerre froide et à qui l'on attribue la détection d'au moins 3 opérations de renseignement soviétiques entre 1947 et 1968. Dans un retournement ironique de l'histoire, Ellen Weiss, la véritable Madame Whittaker, offrit l'une des analyses les plus éloquentes de l'impact de Thomas Cleary. Interrogée en prison en 1946 par des officiers du renseignement britannique cherchant à comprendre comment son réseau avait été détecté, elle déclara « Nous étions préparés à vos contre-mesures sophistiquées. Nous codions nos messages. Nous avions établi des couvertures légitimes. Nous communiquions via des pays neutres. Nous avions formé nos agents aux techniques clandestines. Mais comment se préparer à un facteur qui réfléchit trop? C'était notre erreur. Nous n'avons jamais envisagé les gens ordinaires, ceux qui voient tout, les facteurs qui remarquent trop de choses, la lettre dont le papier paraît étrange, la livraison habituelle qui n'est pas effectuée, la petite anomalie qui détricote des années de planification soigneuse menée par l'un des services de renseignement les plus sophistiqués du monde. L'histoire de Thomas Cleary nous rappelle que la sécurité ne repose pas toujours sur des systèmes complexes ou sur une technologie avancée, mais sur la vigilance humaine, la volonté d'examiner les détails, de remarquer les écarts, d'agir selon son instinct lorsqu'une situation semble suspecte. En temps de guerre comme en temps de paix, l'observateur attentif qui fait confiance à son jugement peut représenter notre meilleure défense contre ceux qui cherchent à nuire. Elle soulève aussi des questions profondes sur le devoir et l'initiative. Thomas Cleary a enfreint les règles de sa profession lorsqu'il a retenu cette lettre un matin de brouillard en octobre. Il a violé des protocoles établis pour garantir l'intégrité et la fiabilité du service postal, les principes qu'il avait respectés fidèlement pendant 15 ans. En agissant ainsi, il fit un calcul moral. Le risque potentiel d'enfreindre la règle était moindre que le risque potentiel d'y obéir aveuglément. Combien d'autres, dans des positions similaires, postiers, opérateurs téléphoniques, conducteurs de train, dockers ont remarqué des anomalies pendant les années de guerre mais les ont écartées, paralysés par la tendance humaine à suivre les procédures établies. Combien de Thomas Cleary potentiels ne sont jamais intervenus, incapables de s'affranchir de la gravité du protocole et de l'autorité. La psychologie de la transgression des règles pour le bien commun a été largement étudiée depuis la guerre. Les recherches montrent que les personnes comme Cleary, qui enfreignent certaines règles tout en restant fidèles à des principes plus larges, partagent certaines caractéristiques, une forte conscience morale, une indépendance d'esprit, souvent comme Thomas, un passé marqué par l'observation minutieuse et la reconnaissance des schémas. Ces individus voient les règles comme des outils au service de fins supérieures et non comme des absolus. Mais cette perspective demeure difficile dans les sociétés fondées sur l'ordre et la procédure, particulièrement dans les institutions telles que les services postaux où la fiabilité repose sur le respect strict des processus établis. Il est bien plus simple de suivre chaque règle que d'évaluer, au cas par cas, lesquelles peuvent être pliées ou brisées au nom de principes plus élevés. Pourtant, l'histoire montre que le progrès, la justice et parfois même la survie dépendent de ceux qui acceptent de remettre en question les procédures lorsque la conscience l'exige. Qu'il s'agisse d'officiers militaires refusant des ordres illégaux ou de lanceurs d'alerte dénonçant la corruption, cette tension entre conformité et jugement moral constitue un fil conducteur permanent dans les affaires humaines. En temps de guerre, cette tension devient particulièrement aiguë. La mécanique des opérations militaires et gouvernementales dépend de l'obéissance stricte aux ordres. Mais les pires atrocités surviennent lorsque cette obéissance devient absolue, lorsque la capacité humaine de jugement moral est entièrement subordonnée à la chaîne de commandement. Le petit acte de transgression de Thomas Cleary, retenir une seule lettre dans une tournée provinciale, contraste fortement avec l'obéissance mécanique qui permet les atrocités commises ailleurs en Europe au même moment. Son histoire nous rappelle que la conscience doit parfois l'emporter sur la procédure, que l'observation doit parfois primer sur l'instruction, que le sens moral individuel doit parfois surpasser les directives institutionnelles. La question essentielle n'est donc pas de savoir si les règles doivent être enfreintes, mais comment cultiver la sagesse permettant d'identifier quelles règles peuvent l'être, dans quelles circonstances et pour quelles finalités. Comment développer des institutions qui maintiennent l'ordre nécessaire, tout en encourageant un jugement indépendant moralement sain. Peut-être la plus grande leçon que nous laisse Thomas Cleary est que la sécurité nationale, communautaire ou personnelle ne repose pas principalement sur les systèmes, la technologie ou même les agences de renseignement, mais sur des individus prêts à remarquer, à questionner, lorsque c'est nécessaire, à agir au-delà de leur rôle assigné lorsque la conscience leur indique que quelque chose ne va pas.
À mesure que les capacités de surveillance technologique deviennent toujours plus sophistiquées et que les systèmes d'intelligence artificielle analysent des millions de communications à la recherche d'anomalies, nous pourrions être tentés de croire que l'observation humaine est devenue obsolète, que les Thomas Clérari d'aujourd'hui ont été remplacés par des algorithmes. Mais la technologie, malgré sa puissance, n'a pas l'intuition, l'expérience humaine ni le cadre moral qui ont conduit un facteur à hésiter sur un pas de porte un matin brumeux de 1942. La lettre qui semblait étrange. La livraison non effectuée. Le petit doute qui changea le cours d'une guerre. Dans le parcours de Thomas Clérari, de simples postiers à figure clé de la contre-espionnage, nous trouvons un puissant rappel de l'impact que des individus ordinaires peuvent avoir dans des circonstances extraordinaires. Son héritage ne se mesure ni en médailles ni en monuments, mais en vie sauvée, en bataille gagnée, et dans le courage d'un homme discret qui fit confiance à son jugement lorsque le chemin le plus simple aurait été de livrer le courrier et de poursuivre sa tournée. Auriez-vous enfreint les règles comme Thomas l'a fait? Auriez-vous fait assez confiance à votre instinct pour sortir de votre rôle, risquer un blâme ou le ridicule, afin d'agir sur un soupçon que d'autres auraient ignoré? Ces questions restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles étaient ce matin d'octobre où un facteur examina une enveloppe et décida que quelque chose n'allait pas. Souvenez-vous de l'histoire de Thomas Clérari. Partagez-la avec ceux qui ne l'ont jamais entendu, l'histoire d'un facteur qui contribua à démanteler un réseau d'espionnage que les agences européennes n'avaient pas su détecter pendant des années. Ce faisant, peut-être honorons-nous non seulement la contribution d'un homme à l'histoire, mais aussi le potentiel présent en chacun de nous, celui de remarquer ce que d'autres manquent et d'agir lorsque la conscience l'exige. La prochaine fois que vous recevrez une lettre, prenez un instant pour penser à la chaîne humaine de confiance qui permet à un message de voyager d'une personne à une autre. Et pensez à ce postier qui comprit qu'il arrive que le plus grand service ne consiste pas à suivre chaque règle, mais à savoir quand ces règles doivent céder devant un devoir supérieur. Dans le brouillard de la guerre et la clarté de la conscience, Thomas Clérari livra quelque chose de bien plus précieux que du courrier. Il livra la preuve qu'une vigilance ordinaire, alliée au courage d'agir, peut changer le cours de l'histoire.